Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième édition de notre chronique juridique mensuelle. Bienvenue au Jury Minute Acte 2. Au programme aujourd'hui, 6 points. Tout d'abord, l'impôt sur la fortune immobilière et vous verrez une nouveauté concernant la valeur taxable à retenir dans l'hypothèse d'un usufruit issu de l'option légale du conjoint survivant. Dans le même domaine de l'IFI, nous évoquerons la fin du dispositif dit Dutreil ISF. Ensuite, un tout autre sujet, un sujet qui vous touche au quotidien, celui de l'acquisition en indivision par le couple et un arrêt fort intéressant de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 10 janvier dernier. Nous passerons ensuite au dispositif de faveur Malraux et sa zone d'éligibilité qui vient de s'étendre au quartier ancien dégradé. Et pour finir, deux sujets dont l'actualité n'est pas si récente, mais deux sujets qui méritent de s'y attarder puisque nous venons de modifier nos formulaires. Le diagnostic technique global tout d'abord, issu de la loi Allure, et les cas dans lesquels il est obligatoire, et donc les cas dans lesquels il doit être porté à la connaissance des acquéreurs. Et enfin, l'emprunt collectif des copropriétaires, issu de la loi Warsmann de 2012, et l'éventuelle exigibilité de la quote-part de l'emprunt au moment de la mutation. Premier point donc, l'IFI et le démembrement de propriété, tel qu'issu de la loi de finances 2018. Ce qu'il faut retenir, désormais, si l'usufruit a été constitué par l'option légale du conjoint survivant, en vertu des dispositions de l'article 757 du Code civil, alors usufruitier et nu propriétaire sont tous les deux imposables et doivent tous les deux prendre en compte l'immeuble démembré dans leur patrimoine en proportion de leurs droits, calculés selon le barème fiscal de l'article 669 du Code général des impôts. Pas de changement en revanche, si l'usufruit a été constitué par donation entre époux ou legs, là l'usufruitier continue de déclarer seul l'immeuble d'après sa valeur en pleine propriété. Je vous partage un tableau qui a été proposé par Natexis Wealth Management et qui a l'avantage de mettre à plat, de faire une synthèse des différences selon que l'usufruit soit légal ou conventionnel et selon le dispositif en vigueur avant 2018 et celui en vigueur à compter de 2018. Et notamment cette différence majeure dans le cadre de l'usufruit légal du conjoint où retenez désormais une imposition répartie. En conséquence, nous vous proposons d'alerter les ayants droit dans le corps de l'acte de notoriété ou dans le corps de l'acte d'attestation de propriété immobilière en leur mettant bien en évidence les différences notoires qu'il y a sur la fiscalité en matière d'impôt sur la fortune immobilière. En fonction du patrimoine des ayants droit, cette clause pourrait être très opportune dans le cadre de votre devoir d'information. Je passe à présent au pacte Dutreil dit pacte Dutreil ISF et le fait que ce dispositif soit devenu obsolète pour cette partie depuis la substitution de l'IFI à l'ISF. En effet, les titres des sociétés non immobilières n'étant pas soumis à l'impôt sur la fortune immobilière, seul l'avantage au titre des droits de mutation à titre gratuit peut désormais motiver l'engagement de conservation des titres. Nous avons donc mis à jour notre modèle d'engagement collectif de conservation des titres, tant dans sa partie exposée que dans le corps de l'engagement au paragraphe durée et pourcentage de l'engagement, où désormais nous ne mentionnons plus que le dispositif est en faveur de l'impôt de solidarité sur la fortune, cette disposition étant désormais obsolète. Je passe à présent au sujet de l'acquisition en indivision par le couple et l'intéressant arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 10 janvier dernier. En l'espèce, nous avions deux indivisaires qui avaient acquis un terrain pour moitié chacun et qui avaient financé sur celui-ci les constructions d'une maison, mais de manière inégalitaire. Au moment des opérations de liquidation et de partage de l'indivision, il était question pour déterminer les droits revenant à chacun, on se posait la question de savoir s'il fallait tenir compte de la quote-part indiquée dans l'acte d'acquisition
ou bien de l'investissement réel de chacun. Les juges du fonds avaient réparti les droits de propriété en fonction du financement réel. La Cour de cassation a censuré partiellement l'arrêt au visa des articles 815 et 1134 anciennement du Code civil, et la Cour de cassation retient que les indivisaires ayant acheté le bien pour moitié, alors chacun en a acquis la propriété dans la même proportion. Il faut donc en retenir que les dispositions de l'acte prévalent sur le financement réel, et plus que jamais, l'intérêt de prévoir dans l'acte d'acquisition une clause d'origine des deniers qui précise le financement respectif de chacun et qui informe également de l'importance pour les indivisaires de conserver tout élément postérieur qui pourrait modifier ces prévisions initiales d'investissement. À cet effet, je vous invite à consulter la clause telle que nous venons de la retravailler, que nous proposons dans le bloc origine des fonds de nos modèles de vente et dans le choix qui s'appelle précisément répartition de l'effort de financement et acquisition en indivision. L'objectif de cette clause est de justement poser les contributions de chacun dans l'opération globale, de justifier comment les quotités d'acquisition sont calculées et également, un petit peu plus loin dans la clause, il est évoqué l'hypothèse où, durant le temps de l'indivision, les projections sont un petit peu évolues et comment gérer ce cas de figure. Je passe au sujet du dispositif Malraux, grâce auquel les contribuables peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des dépenses qu'ils supportent en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti qui se situe dans une zone éligible au dispositif Malraux. Et cette zone éligible s'est vue étendue depuis la publication au journal officiel de l'arrêté du 19 janvier 2018 qui liste ces fameux quartiers qui présentent une concentration élevée d'habitats anciens dégradés. Une soixantaine de communes et une centaine de quartiers sont concernés. Dans nos modèles de vente, nous avons en conséquence mis à jour la clause relative au dispositif de la loi Malraux en précisant ces nouvelles zones éligibles. Je passe à présent au sujet du diagnostic technique global, diagnostic issu de la loi Allure du 24 mars 2014 dans son article 58 et prévu aux articles L131-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation. Ce diagnostic technique global, il permet d'assurer l'information des copropriétaires sur la situation générale de l'immeuble à destination partielle ou totale d'habitation, et il permet à ces copropriétaires d'envisager d'éventuels travaux de conservation et d'entretien avec une projection sur les 10 années à venir. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce diagnostic technique global est obligatoire depuis le 1er janvier 2017 dans les 3 situations suivantes. Tout d'abord, il est obligatoire de mettre au vote de l'Assemblée générale la réalisation d'un tel diagnostic. Les copropriétaires doivent en effet obligatoirement être consultés sur leur volonté de réaliser un diagnostic technique global ou non. Également, il est obligatoire d'établir un diagnostic technique global lors de la mise en copropriété d'un immeuble de plus de 10 ans. Et enfin, lorsque l'immeuble en copropriété a fait l'objet d'une procédure pour insalubrité. Si des travaux jugés nécessaires à la conservation de l'immeuble ont été admis, alors ces travaux doivent être mentionnés dans le carnet d'entretien. Mais surtout, s'il existe, ces conclusions doivent être communiquées aux nouveaux propriétaires lors du transfert de propriété. Voici le modèle que nous proposons dans nos ventes, le paragraphe diagnostic technique global avec 2 options, diagnostic établi, diagnostic non établi. Nous avons remis à plat cette rédaction puisqu'auparavant, nous avions des choix de trame proposant en fonction si l'immeuble avait plus ou moins de 10 ans et ça portait un petit peu en confusion puisque l'obligation, elle entre plus dans le cas d'une mise en copropriété et non pas nécessairement dans la vente d'un lot de copropriété, d'une copropriété de plus de 10 ans. Du coup,
nous avons retravaillé ce paragraphe, nous avons bien mis en évidence les 3 hypothèses. L'hypothèse classique où c'est l'Assemblée générale qui l'a demandé, l'hypothèse de la mise en copropriété d'un immeuble de plus de 10 ans et enfin l'hypothèse d'une copropriété qui rentre dans le cadre qui a été déclaré insalubre. Et en fonction, on précise si le diagnostic a été établi ou non et s'il a été établi, bien entendu, on le porte à la connaissance de l'acquéreur. Parlons enfin de l'emprunt collectif en copropriété, issu de la loi Warsmann du 22 mars 2013 et de son décret d'application du 11 mars 2013. Depuis le 14 mai 2013, les syndicats de copropriétaires peuvent souscrire, en leur nom propre et après vote régulier en Assemblée générale, un emprunt collectif afin de financer des travaux sur les parties communes, des travaux d'intérêt collectif sur les parties privatives, l'acquisition de biens ou le préfinancement de subventions publiques. Au moment du transfert de propriété, l'état daté adressé par le syndic doit comporter le montant de l'emprunt souscrit, le cas échéant par le syndicat de copropriété. Ce qu'il faut retenir ici, c'est l'exigibilité de la part d'emprunt du copropriétaire lors de la mutation. Effectivement, toute somme due au titre du remboursement de l'emprunt et du paiement des accessoires devient immédiatement exigible lors du transfert de propriété. Les parties peuvent toutefois en convenir autrement, avec l'accord du prêteur et de la caution. Il peut tout à fait être prévu que le paiement de ces sommes l'obligation de payer ces sommes sera transmise au nouveau copropriétaire avec son accord. Et dans ce cas, le notaire devra en informer le syndic lors de la notification du transfert de propriété. À cet effet, nous vous proposions des nouveaux choix de trame que nous ne vous proposions pas jusqu'alors. Donc, ils sont proposés dans la mise à jour Bible de février, où on pose bien le cadre de l'emprunt collectif de copropriété avec l'hypothèse dans laquelle l'immeuble est concerné, l'hypothèse dans laquelle l'immeuble n'est pas concerné, et le cas d'exigibilité immédiate, qui est le principe, ou alors une dérogation à ce principe pour que les sommes reposent sur le nouveau propriétaire. Enfin, le paiement de ces sommes repose sur le nouveau propriétaire. Voilà, je vous remercie pour votre attention. C'est la fin de ce Jury Minute Acte 2. Je vous propose de nous retrouver pour la 3e édition, le premier jeudi du mois d'avril, qui tombera le 5 avril. Et je me répète, vraiment, nous sommes ouverts au débat et n'hésitez pas à nous écrire directement à l'adresse bible@genapi.fr. Au plaisir de vous revoir bientôt. Au revoir.